Salut tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo assez rapide. J'ai préparé un petit truc à la hâte parce que je viens de regarder le Survivor Series 2017 et il est 5 h du matin et j'ai besoin d'en parler. On recommence. Hey, salut tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo rapide. Il est 5 h du matin. Et je viens de finir de regarder le pre-show et Survivor Series 2017. Et il y a plein de choses à en dire en fait. Alors on va commencer simple en citant le match qui se détache franchement du pre-show. Et c'est le Cruiserweight Championship. Assez bizarrement, il y avait un autre match qui aurait pu vraiment le voler. Mais pas du tout. Ils en ont rien tiré de phénoménal en fait de ce match là, et c'était le match entre The Drifter, Elias Samson et Matt Hardy, et je sais pas ce qu'ils ont fait mais ils en ont rien tiré. Alors je sais pas si depuis l'absence de Jeff ils se sont dit peut-être qu'on va mettre Matt sur le devant de la scène en solo parce qu'il a peut-être encore de quoi s'exprimer, mais apparemment ils lui font pas confiance, hein. Non, pas du tout, du tout. Et autant ça peut me faire chier, autant c'est pas avec une réaction comme ça qu'on laissera à Matt la possibilité de s'exprimer et de sortir ce qu'il avait sorti par exemple à Impact. Je veux dire, on n'attend pas un broken Matt Hardy, on attend un reborn. Et non. Bref, au final, le match qui s'est détaché, c'est le Cruiserweight Championship, la défense de titre de Enzo Amore. Et il faut dire ce qu'il faut dire, parce que là, Enzo, franchement, mais il devient bon. Je veux dire, le mec au départ, il se cachait derrière un type de 7 pieds de haut. Et maintenant, il est champion. Et il défend son titre de la façon la plus admirable qui soit. Il est toujours un peu placé heel, du coup il trichote un peu, mais ses matchs sont crédibles maintenant, quoi. Et plus ça va, plus il m'étonne ce mec, et plus il devient bon. Alors franchement, j'ai rien d'autre à dire que continue comme ça, on t'en demande pas plus, et on t'en demande pas moins non plus. Continue, c'est parfait. On veut continuer d'être surpris. Et moi le premier. Voilà. Du coup on va peut-être passer au show principal, parce qu'il y a quand même pas mal de matchs qui en ressortent, et pour une fois j'ai pas l'impression qu'il y en a eu un qui était tellement plus faible que les autres, ou en tout cas pas carrément en retrait par rapport au reste. Du coup ils ont commencé très fort en balançant The Shield contre The New Day, et ce match putain, mais c'était magnifique parce que j'avais énormément d'appréhension vu que je suis encore un peu hater de Roman Reigns et je crains de le rester même à partir du moment où il sera réellement convaincant. Et non, là franchement bien joué poto, t'as fait un taf de fou et tu t'es pas trop mis en avant, et ça franchement ça fait plaisir. Je veux dire, Roman Reigns en retrait avec certes un finish à la fin en triple powerbomb, avec le pin qui est laissé à Ambrose. De toutes les personnes du Shield, ils l'ont laissé à Ambrose. Je veux dire, c'est pas Roman Reigns qui a pin le perdant. Et alors j'ai quand même quelques petites choses à dire contre ce match, parce que mine de rien, il y a eu une tentative de faire un triple powerbomb de la part du Shield, et il aurait fallu que ce soit fait, honnêtement. Il aurait fallu, juste pour montrer que le Shield était capable de se relever de ça. Et d'autre part, alors on a eu les tag team moves de Ambrose et Rollins, et c'était super bien, mais le coup de pied pendulaire de Kofi Kingston, il fait plus rien en fait. Ah non, c'est vrai, il a été envoyé sur Roman Reigns, et du coup Roman Reigns survit. Et bon, allez, encore un petit truc contre Roman Reigns, mais c'est la base. Je veux dire, on va pas sortir d'un match en se disant il était parfait. Non, il faut toujours qu'il y ait quelque chose à dire contre lui, sinon comment on pourrait garder la haine en vie, franchement, comment? Moi je pourrais pas, et ça m'emmerderait beaucoup. Voilà, ça m'emmerderait beaucoup, tout comme le fait qu'ils n'arrivent pas à mettre Becky en avant. Putain, ils ont une catcheuse émérite comme Becky Lynch et ils n'arrivent pas à en faire quoi que ce soit dans les shows, dans les pre-shows et même en pay-per-view. Mais les mecs, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous avez une fille qui est super,
Elle a peut-être un peu de mal à sourire normalement, mais on s'en fout de ça, putain. C'est une très bonne catcheuse, et il l'élimine en premier. Oui, ça s'appelle une transition, les mecs, hein. Je sais pas, c'était fait comme ça très rapidement. Et du coup, ce match, il y a quoi à en tirer? Bah, il y a à en tirer que Nia Jax et Tamina sont finalement bien deux entités différentes, ils nous l'ont prouvé cette fois-ci. Et enfin, on les a vus l'une contre l'autre. C'était n'importe quoi, hein. C'était absolument n'importe quoi, parce que finalement la victoire de l'une sur l'autre s'est terminée en countdown disqualification. Et pourquoi? Peut-être pour garder les deux au top, je sais pas, mais ça, c'est naze. Et surtout, ben, ce qui ressort de ce match, c'est que toujours, à l'heure actuelle, nobody is ready for Asuka. Et ça va durer encore longtemps. C'est beau. C'est beau parce que ils nous l'ont présenté très mal lors du premier pay-per-view. Son match contre Emma était au mieux au pire inutile. Bon, après, c'était un match de départ apparemment pour Emma et du coup, je sais pas, ils ont peut-être voulu la faire partir sur un gros bang, mais ben c'était un peu un pétard mouillé quoi. Et surtout après comment ils ont présenté Asuka, c'était ridicule. Je veux dire, des matchs contre des jobbeuses passent encore, mais des matchs contre des catcheuses locales qui n'ont finalement pas grand chose à offrir, c'est... Il n'y a que moi que ça défrise un peu. Ouais, je sais, le verbe défriser ne marche plus très bien avec moi. Il n'y a que moi que ça défrise un peu, non? Parce que là, franchement, on a vu du Asuka, on a vu de la rapidité, et elle était à 300%, les autres catcheuses étaient à 100%, voire moins. Personne n'est prêt pour elle, personne. Elle va finir avec un titre tellement rapidement que personne va s'en rendre compte. Elle va le voler à Charlotte. Bref. On continue du coup avec une petite vignette, je crois, qui était juste après, où Stéphanie partait un peu en feud avec Brian par rapport à cette feud Raw SmackDown qui va complètement alimenter ce pay-per-view. Et pour cause, hein, de toute façon, c'est la base de ce pay-per-view. Normalement, il n'y a aucune storyline qui devrait se développer, en théorie, pour Raw ou pour SmackDown. C'est juste un combat des chefs et rien de plus. Hein, petite référence à Astérix, Uderzo, si tu m'écoutes. Et en fait, là elle lui indique simplement que lorsque Shane sera incapable de reprendre le boulot, ce sera à lui de reprendre la tête de SmackDown Live. Développement, SmackDown. J'ai rien dit finalement, il y a du développement. Après ça, on a eu un joli combat. J'attendais rien de ce combat en fait. Corbin contre Miz. Parce que Miz, on peut dire ce qu'on veut, il est très bon au micro. Mais en tant que catcheur, mis à part voler quelques moves pas très difficiles à faire de Brian, c'est de Miz quoi. Et Corbin, il est impressionnant ce mec en fait. C'est un peu le même système que Enzo Amore, mais en grand en fait. Corbin, il avait tellement rien à offrir au départ. Il a eu des trucs qui lui ont été offerts, mais il a jamais su quoi en faire. Je veux dire, le Andre the Giant Battle Royale, qu'est-ce qu'on a fait de lui après? Pas grand chose. Le Money in the Bank, il l'a perdu de la façon la plus conne possible. Et là, ils l'ont relevé d'un coup en lui filant le US Championship. Et depuis, il brille ce mec. Je veux dire, c'est Edward. Pas Edward aux mains d'argent, hein, l'autre Edward, celui qu'on veut pas écouter, celui qui brille justement, celui qui brille. Et Corbin. Ce mec est parfait par rapport à Miz. Je veux dire, vous mettez un mec comme Corbin, qui a deux finishers qui pourraient foutre par terre Brock Lesnar, et Miz, qui a un espèce de croche-patte à la con avec un full Nelson appliqué. Je veux dire, Corbin all the way! Et effectivement, Corbin all the way, parce que ce mec, non seulement il nous a tiré un match qui était parfait, mais en plus de ça, il m'a fait peur ce con. Et attendez, il a appris à faire les kick-out avec Undertaker, hein? Parce que les kick-out à 2,9, 2,95, voire 3 moins 0,00001, il y a des moments j'ai cru que c'était fini pour lui, hein? Et vraiment, vraiment impressionnant, bravo. C'est ça qu'on attend en fait d'un match qui vous file les flubes. C'est ce putain de kick-out qui te fait dire NON! Et ouf, simplement deux. Et voilà.
Voilà, il n'y a pas grand chose à retenir de ce match parce que finalement Corbin était contre un catcheur qui n'est pas réellement bon, mais ils ont réussi à tirer la quintessence d'eux-mêmes et c'était chouette. Après ça, on a eu Uso contre The Bar, et autant ça peut me faire chier, c'est le même système que Roman Reigns en fait. Je les ai tellement vus les Uso, leur heel turn a été décevant. Quand ils étaient babyface, ils étaient décevants. Enfin, ils n'innovaient pas, il n'y avait rien de nouveau dans ce qu'ils faisaient, je veux dire, c'était très chiant quoi. Et maintenant, je sais pas, ils se sont réveillés. Qu'est-ce qui leur a pris en fait? Ils ont réussi, je sais pas, ils ont fait des shows en indé, je veux dire, comme Sheamus qui se met à catcher comme un indé quoi. Les mecs, il se passe quoi? C'est la WWE 2017, voilà, tout va bien. Ils ont été formés avec des gars de NXT, hein? C'était pas l'inverse normalement? Bon, whatever. Un match super bon, des spots incroyables, et malheureusement les Usos qui gagnent le match au final et Sheamus complètement isolé à la fin. Mais c'était beau. Je veux dire, ce match m'a filé tellement de frissons, il était bien, il était parfait. Il était long, mais pas long chiant, long bien, long cool. C'était la bonne durée. La durée parfaite pour le combat, pas forcément parfait, mais on s'en fout quoi, c'était un bon moment à passer. Comme Charlotte contre Alexa Bliss en fait. C'est un match qui a été décidé au dernier moment. Ils ont fait le changement de titre au SmackDown qui précédait, et il faut avouer que là la WWE s'est sorti les doigts du cul parce qu'il y a eu tellement de changements de titre à la dernière minute en mode ouais bah on s'en fout hein, on change le pay-per-view, ouais, pas de problème. Et on va filer des fangasmes à tout le monde. Bah oui, fangasme all the way aussi. Hey, les gars. Et Charlotte contre Alexa Bliss, c'était des spots d'un côté, de l'autre. Je veux dire, il n'y avait pas réellement de dominance de l'une ou de l'autre. Et à la fin, il y a eu le retournement de situation qui va bien, et Charlotte l'a emporté, et c'était chouette. Vraiment. C'était chouette quand on parle de retournement de situation, et quand on parle de dominance d'un côté et de l'autre. Lesnar contre AJ Styles, c'était la même chose en fait. Même si la dominance s'était appliquée très longtemps au départ pour Lesnar, qui a défoncé AJ, et j'ai pensé qu'ils allaient nous faire un Cena Lesnar bis, la deuxième rencontre qu'ils avaient eue à SummerSlam je crois, où il a eu 14 souplesses d'affilée et il n'a pas réussi à lui appliquer le moindre shot, peut-être 2-3 coups de poing, coups de pied, rien de plus. Et là non, ça s'est présenté comme ça au départ un peu, et Jay s'est réveillé, il y a eu des spots en hauteur, du high flying de tous les sens. Il a évité à 3-4 reprises le F5, et le F5 final en fait qui a été appliqué, le seul F5 qui n'a pas été avec une telle amplitude en fait. C'est un peu dommage par rapport à ça. Il a un finisher qui est impressionnant, mais pour un mec aussi petit qu'AJ Styles, il n'a pas réussi à le balancer très très haut dans les airs, et du coup le finisher était pas méga crédible. Mais à part ça, le match était cool. Un match pour lequel j'avais énormément d'appréhension parce que je sentais qu'il allait être très unilatéral, il l'a pas été, et il a été super. Pas tout à fait comme le main event qui se présentait un peu comme un match final de house show où on a de l'alumni, on a du current WWE et on a des superstars de NXT qui viennent d'arriver à la WWE il y a peu ou il y a pas si peu que ça. Et en fait ils ont éliminé les superstars de NXT dans les premiers. Les mecs, pourquoi vous avez fait ça? Je veux dire, ok, vous vouliez finir avec Kurt Angle et Triple H, mais il y avait tellement besoin d'éliminer Samoa Joe, il y avait tellement besoin d'éliminer Bobby Roode, il y avait tellement besoin aussi d'éliminer Shinsuke Nakamura aussi rapidement. C'est dommage là, vous avez loupé un truc hein. Il y avait moyen d'en faire quelque chose, et finalement le main event c'était pas si bien que ça. Je veux dire, c'est peut-être le show le plus inférieur de ce pay-per-view. Et ça m'attriste un peu parce qu'il y avait moyen d'en faire tellement de choses. Et ils ont sorti une merde bizarre qui vient avec un pseudo-développement de storyline pour l'opposition encore avec notre ami Braun Strowman. Et Kurt Angle encore un petit peu en deçà. Et je sais pas, ça va être difficile d'en tirer quelque chose. Du coup, à la suite de ça, est-ce qu'on peut tirer des conclusions?
Oui, parce que sur ce main event, en fait, Shane a été victime d'une intervention de Kevin Owens et Sami Zayn. Oui, une intervention de SmackDown contre SmackDown. Et du coup, je pense qu'il va falloir exploiter au maximum ce potentiel Generico Steen dans la suite des événements. Alors, certes, la petite vignette qu'il y a eu avec Stephanie et Brian, il faut aussi la garder dans la continuité et mettre un peu plus Brian en avant lors des SmackDown Live, et peut-être garder Shane, mais pas tout à fait dans son rôle d'autorité, mais dans son rôle de catcheur, et en faire quelque chose avec Owens et Zayn. Pourquoi pas le faire à WrestleMania au final? Même si je pense que ça va se décider avant, hein. WrestleMania c'est encore un peu loin. Cela dit, du coup pour SmackDown, on a un développement possible entre Shane, Owens et Zayn, ce serait bien qu'ils en fassent réellement une tag team comme ils étaient à ROH, quoi, et pas ce qu'ils font ces derniers temps à SmackDown Live où ils sont pas si crédibles que ça. Un Daniel Bryan back in charge qui serait tellement parfait dans le job. Il y a pour Raw par contre des tensions encore très sensibles entre Braun et le reste du monde. Braun is not finished with anybody. Et une possible terminaison à WrestleMania entre The Game et Braun Strowman. Parce que The Game a décidé en son âme et conscience qu'il avait besoin d'appliquer la fin de Shane McMahon. Et lorsque Kurt Angle il l'avait à sa merci, il pouvait se venger de lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et cheap shot de The Game, finisher et exit. Hein? Non? Non, pas comme ça. Alors je sais pas ce qui va se passer entre The Game, Kurt Angle, Jason Jordan et Braun, mais ils vont forcément en tirer quelque chose. Voilà. Du coup, dans la continuité pour SmackDown, Shane, Owens, Zayn, Brian, des tensions entre Braun et le reste du roster, et une possible... un match hardcore ou un truc comme ça entre Braun et The Game à WrestleMania. Voilà. Finalement, ce pay-per-view, il était bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et il y a l'avenir. Tout ce qu'on attend d'un pay-per-view. Voilà. Du coup, je vous dis à plus. Et on se retrouve probablement prochainement pour un unboxing de WrestleCrate, puisque ça fait presque un mois. Allez, ciao guys.